5, 4. Richard Miron, bonjour, bienvenue dans Carnet de campagne. Vous êtes apparenté LR-UDI. Vous vous présentez pour les élections législatives 2017 dans la 3e circonscription de Marseille. Vous êtes adjoint au maire de Marseille dans le cadre des sports. Alors, je ne vais pas citer toutes les personnes qui seront en face de vous parce qu'on perdrait les 15 minutes d'interview. En revanche, pour en citer les principaux, vous retrouvez face au Front National en la personne de Stéphane Ravier, pour la France Insoumise, Sarah Solilly, pour la République En Marche, Alexandra Louis, et pour le Parti Socialiste, Anne Di Marino. Alors cette circonscription, elle a été redécoupée en 2012 et elle comprend des quartiers, entre autres, comme la Busserine, la Rose, Frévalon. Donc, il faut savoir quand même que lors du premier tour de la présidentielle, dans cette circonscription, le Front National a quand même battu des records, puisqu'il a été, je crois, à plus de 31% à peu près. C'est une circonscription qui est difficile. Bonjour d'abord. Bonjour. Oui, c'est une circonscription difficile, mais le Front National n'a pas battu des records, il a perdu des voix là, par rapport au régional et par rapport à d'autres élections. Alors même si on est satisfait, il en a encore beaucoup trop. Beaucoup trop. Et aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de stopper celui que j'appelle l'ogre de Saint-Joseph, qui veut tout le temps, pour tout. Il est sénateur, il est maire de secteur, il a été obligé de démissionner de la région pour cause de cumul des mandats, et donc il veut tout. Alors après, il faut faire attention, il ne faut pas se tromper de combat. En fait, il y a deux matchs. Il y a un match du premier tour et un match du deuxième tour. Et pour être qualifié au deuxième tour, il faut passer le premier tour. Et comme il n'y aura pas plus de 53-54% malheureusement de votants dans cette circonscription, seuls les deux premiers iront au second tour. Et face au Front National au deuxième tour, eh bien, je crois que je suis le seul à pouvoir battre cette candidature régulière du maire de secteur. Alors on va en parler un petit peu de cette circonscription parce que c'est ça qui nous intéresse un petit peu, et beaucoup d'ailleurs. Alors si on se rapproche, on s'intéresse à cette circonscription, on s'aperçoit que le 13e arrondissement atteint un taux de pauvreté assez important, le taux de chômage ici aussi est très élevé. Quelles sont vos priorités? Si vous êtes élu député, ce sont quoi vos priorités? D'abord, cette circonscription, elle est faite du 13e arrondissement, d'un bout du 14e, mais pas la Busserine. Ah, il n'y a pas la Busserine, je suis persuadée. D'un bout du 14e, mais pas la Busserine, et d'un bout du 12e arrondissement. D'accord. Donc cette circonscription, c'est 130 000 habitants, et c'est une très grosse circonscription, c'est une énorme ville, hein, avec effectivement des disparités, avec des zones pavillonnaires, des zones de noyaux villageois, des endroits de résidence, de copropriété, et puis des grands ensembles immobiliers HLM, construits dans les années 50 et qui ont pour certains été paupérisés, voire des copropriétés, notamment deux, Corot et Les Rosiers, qui sont très très dégradés. Et qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Parce que c'est pas évident, parce que de ce que vous nous présentez, il y a vraiment des disparités d'un côté, de l'autre. Je trouve que les attentes sont bien différentes, comme dans n'importe quelle ville en France, les attentes sont différentes. Moi, je constate bien des gens qui sont en situation professionnelle de qualité, d'autres qui sont dans la souffrance, d'autres qui sont à la retraite, d'autres qui se préoccupent de l'éducation de leurs enfants. Vous savez, c'est une ville. Alors moi, mes priorités, elles sont simples. Il y en a 5. 5, c'est ce que je constate sur le terrain tous les jours, parce que contrairement à l'ensemble des candidats et ce que vous avez cité et d'autres, bien moi j'étais là avant les élections, je suis là pendant, je serai là après, et j'ai une permanence ouverte tous les jours. Tous ceux qui ont fermé leur permanence, tous ceux que vous avez cités, après les élections, quand ils se sont présentés, ils ont tiré le rideau, ils sont partis, gagnés ou perdus. Moi j'ai gagné des élections, j'en ai perdu, mais je suis toujours là. Voilà. Et auprès des habitants. Alors ce que je constate, c'est quoi? On a des attentes en matière d'éducation, de formation et d'emploi, cette chaîne-là qui est importante. On a des attentes en matière de sécurité, bien évidemment. On a des attentes en matière de santé, de solidarité. On a des attentes en matière de famille et de logement. Et on a des attentes en matière de jeunesse. Et donc là, on y répond à travers le sport et la culture. Est-ce que vous vous appuyez aussi, ou vous comptez vous appuyer sur tout le tissu associatif qu'il y a autour? C'est pas que je compte, c'est que je le fais. Vous savez, on a la chance d'avoir dans nos quartiers une richesse associative, à la fois
sportive, sociale, culturelle ou d'éducation. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'on parle beaucoup des associations, mais à l'heure actuelle, on remarque qu'il y a des baisses de subventions, qu'il y en a pas mal qui ferment. C'est pas tout rose non plus. Je crois qu'il y a deux choses. Il ne faut pas tout confondre, il y a deux choses différentes. Ce territoire a été pendant plus de 40 ans le lieu d'un clientélisme exacerbé. La preuve en est, c'est que la députée actuelle, la députée, celle qui était députée, ne l'est plus, et elle a été donc arrêtée dans son mandat par la justice. Donc ça, c'est un vrai problème sur ce territoire. On n'a pas de représentants, on n'en a plus depuis plusieurs mois. Et donc ce clientélisme-là, stop, ce clientélisme-là, il doit être arrêté, il a été arrêté. Et en ce qui me concerne, écoutez, je m'inscris plus dans une dynamique de projet, lorsqu'il y a des projets pertinents, qu'ils soient sportifs ou culturels, lorsqu'il y a des projets intéressants, qu'ils soient éducatifs, de citoyenneté par exemple, ben c'est normal qu'on puisse les accompagner. Par contre, si c'est juste pour attribuer des financements à des gens qui tout au long de l'année font perdurer les mêmes cercles de leurs amis, ça ne doit plus exister. Et ça ne peut plus exister au prix de l'argent public d'aujourd'hui, mais aussi au prix de la nécessité d'avoir une représentativité de nos territoires qui soit exemplaire. Alors si vous êtes élu député, vous avez donné vos priorités, votre premier combat ce sera quoi au niveau qu'est-ce que vous aurez envie en premier de porter au niveau national? Je crois qu'il y en a deux de combats. Il y en a un sur la sécurité, la lutte contre les dealers. Vous savez, moi je vais dans tous les immeubles, y compris dans les immeubles où ils squattent. Je vais partout, tous les ans, plusieurs fois par an, rencontrer les gens, sonner aux portes et les rencontrer, ça les gens le savent. Et donc ça c'est le premier point. Je serai le seul député à l'Assemblée à pouvoir porter haut et fort ce combat en sachant de quoi il parle. Et puis le deuxième combat, c'est celui pour la santé. Celui pour la santé sur nos territoires, avec, vous savez, il y a des investisseurs privés qui se sont appuyés sur la puissance publique, tout ce qu'avait fait Jean-Claude Gaudin quand il était ministre, à savoir les zones franches, investisseurs qui ont des jeunes du quartier, qui sont devenus médecins, qui ont investi au Cèdre, dans un super centre de santé, une maison de santé, qui est la plus grande de France. Et bien moi ce que je souhaite, c'est qu'on développe d'autres sites de même type sur le territoire. Voilà deux axes prioritaires. Après il y a aussi l'éducation à la citoyenneté. Vous savez, à travers la capitale du sport, j'ai la chance cette année de rencontrer des gens partout, dans toute la Provence, dans tous nos villages autour de Marseille, puis dans tous nos quartiers de Marseille. Et lorsque, je prends un dernier exemple, lorsque à Frévalon, nous faisons une journée de découverte du sport comme on fait dans tous les quartiers, pas spécialement à cet endroit-là, mais comme on fait là aussi, et qu'à la fin de cette journée, tous les minots chantent la Marseillaise et que les mamans les filment, pour moi c'est une satisfaction. Les symboles de la République ne doivent pas appartenir à quelques-uns. Pour qu'ils n'appartiennent pas à quelques-uns, il faut respecter ces symboles, il faut se les approprier. Ils nous appartiennent à tous. Et donc ces symboles de la République, ils sont à nous, donc on doit les revendiquer et on doit les honorer. C'est ce qu'on fait, entre autres, dans ce cadre-là. Alors, Richard Luron, ça a échappé à personne que les dernières élections présidentielles ont vraiment secoué toute la population. Même moi, personnellement, j'étais secouée, pour vous dire à quel point j'ai 3 enfants, eux-mêmes ont été secoués. Ça leur a donné d'un côté une petite conscience politique, parce qu'ils sont jeunes, et bon, voilà. On a l'impression, c'est pas une impression, c'est une réalité, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été balayées, qu'il y a un nouvel échiquier politique qui se met en place. Comment vous le vivez? Vous savez, moi je le vis sereinement. Est-ce que vous pensez que c'est passager, ou est-ce que vous pensez que ça va s'installer? Parce qu'à l'heure actuelle, le problème, excusez-moi, je vous coupe, le problème c'est que bon, on se retrouve avec un président d'un parti politique qui n'existait pas, on va dire, il y a 1 an, 2 ans. En face, à l'heure actuelle, pour le moment, on ne sait pas comment prendre le tournant, on n'arrive pas à voir l'opposition réelle, et on sait tous que pour qu'une démocratie soit saine, il faut une opposition. Donc il ne faudrait pas qu'on tombe dans un système où on ait le choix entre En Marche ou les extrêmes. Ah ben écoutez, c'est simple, soit les gens, nos électeurs, ils ont un choix crucial, notamment sur cette 3e circonscription. Vous avez cité l'ensemble des 5 candidats. Oui, ça va dire les plus, parce que sinon ça va être trop. Ceux qui vont a priori qui vont ressortir. Voilà. Bien évidemment. Et là, il y a un vrai choix. Soit ce choix, il se fait effectivement sur un extrême, soit il se fait sur un élu que les gens connaissent sur le territoire. Aujourd'hui, ce que vous avez cité, Mademoiselle Sohaili, elle était porte-parole du candidat M. Castaner, qui est aujourd'hui ministre, aux dernières régionales au Parti Socialiste. Ensuite, avant, elle a été au cantonal, candidate sur divers gauches. Avant, elle a souhaité l'investiture chez les socialistes qu'elle n'a jamais eue.
Et donc aujourd'hui, elle est partie en marche. Elle n'a pas 25 ans, elle a déjà fait 3 partis. Elle est partie, pardon, pas chez En Marche, elle est partie chez les Insoumis. Je vous dis, pas 25 ans, 3 partis. Ça me semble être peu de conviction tout ça. Après, on a une candidate En Marche qui, elle, est inconnue. Jeudi dernier, elle ne savait pas qu'elle était candidate et vendredi matin, elle est allée poser sa candidature. Je ne crois pas que pour nos territoires, ce soit ce qu'il faille. Je pense qu'il faut quelqu'un qui soit connu et reconnu du territoire, qui connaisse les attentes des habitants, et qui sache que, eh bien, dans tel noyau villageois, telle problématique se pose, que les problématiques de santé soient sur l'ensemble du territoire aussi, par exemple, comme je le pose, que ce soit quelqu'un qui soit en pointe sur les problématiques de sécurité aussi, bien évidemment, qui soit en capacité, non pas d'être dans une opposition systématique, mais de voter à l'Assemblée ce qui est bon pour le territoire. On a le choix là, où on a des élus de parti qui viendront expliquer aux électeurs et aux habitants du territoire ce qui a été décidé à Paris. Le parti a décidé, l'Assemblée a voté, donc il faut appliquer. Ou on a des élus de territoire, ce qui est mon cas, un élu de territoire qui sera le député qui remontera à Paris les attentes des territoires. Moi je fais ça, je crois que c'est ça qu'il faut développer. C'est ça que les gens attendent. Le choix politique, il est là, il n'est pas ailleurs. Donc vous dites clairement que finalement, et c'est vrai qu'on peut le penser, les élections législatives, ce ne sont pas les élections présidentielles, et on n'est pas dans le même cadre, et on l'a vu dans d'autres circonscriptions, dans une circonscription où il y a Jean-Luc Mélenchon, on peut penser peut-être que les Marseillais ne vont pas aimer les parachutés, et que la dynamique sera peut-être différente. Je pense qu'elle sera différente en fonction des territoires, des périmètres, en fonction de ce qui peut se faire. On voit bien que les candidats des Insoumis sont en train de se tasser bien fort, quoi. Ça se voit bien, quoi. Sur le terrain, on le ressent très fortement. On voit bien que les candidats du président de la République sont des gens inexpérimentés, sont des gens qui ne connaissent pas le territoire et donc ont beaucoup de mal à prendre des attaches sur ce territoire. Quant aux candidats socialistes, ils sont en perdition totale. C'est pour ça que je dis il y a 2 matchs. Malheureusement, le candidat du Front National sur ce périmètre-là, compte tenu des scores auxquels vous avez fait référence, devrait se retrouver au second tour. Ce qui fait qu'il y a une autre place au second tour pour le battre. Et je crois que celle-ci, elle doit m'être destinée, cette place-là, et les électeurs ne doivent pas se tromper dans le choix. Il y a la sincérité, l'honnêteté et la connaissance du territoire. Moi, je crois que je suis l'homme qu'il faut. Alors au niveau international, malheureusement, si j'avais une question à vous poser, elle a été changée, c'est le dernier attentat qui a secoué Londres. Donc regretter les attentats, vous savez, le radicalisme, le terrorisme islamique en l'occurrence, on peut que le condamner, tout le monde le condamne. Moi je rencontre des gens qui sont de confession musulmane et qui condamnent le terrorisme, bien sûr. Et le terrorisme n'a pas sa place dans notre société. Le terrorisme ne doit pas nous faire payer des souhaits de société qui sont très arriérés. Nous souhaitons avoir une société moderne, ouverte sur le monde. Marseille rassemble depuis 2600 ans des gens venus du monde entier. Ça se passe plutôt bien chez nous. Eh bien, soyons un exemple pour les autres et que ça continue à se passer bien de cette manière-là. Moi, je veux rassembler, je ne veux pas diviser. Et le terrorisme fait tout pour nous diviser, qu'il se passe sur notre sol, chez les Anglais ou ailleurs, comme ça s'est déjà passé dans le monde. On peut que le regretter, le déplorer et avoir régulièrement ce souvenir des victimes. Parce que c'est le plus important, c'est que nous nous souvenions des victimes et que surtout nous continuons à avoir la vie qui est la nôtre pour ne pas donner raison à ceux qui veulent mettre en place la stratégie de la peur. Oui, mais malheureusement, on aperçoit ça dans le monde entier, mais aussi la France n'a pas été malheureusement épargnée. On a vraiment l'impression d'avoir des bombes humaines qui sont un petit peu maintenant disséminées partout. C'est pas une impression. Donc ce sont des bombes humaines disséminées partout. Si on voit les attentats qu'il y a eu en France, on ne peut que se poser la question, comment on en est arrivé là? Comment des jeunes sont capables, qui sont nés en France, qui vivent ici, ou en Angleterre, ou en Allemagne, voilà, qui ont grandi, comment on a pu passer, et là je vous incrimine pas, c'est une réflexion générale qu'on doit tous savoir. Je regardais une émission sur Arte, justement après cet attentat, où le thème était « Les terroristes sont-ils des aliénés ?» C'est une question aussi qu'on se pose. Il y avait donc 2 spécialistes, notamment une dame qui était psychiatre et qui travaille beaucoup sur Nice, avec des associations, et elle disait qu'à l'heure actuelle, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'être vigilant autour de nous, d'ouvrir notre regard et de
ne pas avoir peur de dire si on sent qu'un de nos proches ou quelqu'un qu'on côtoie dans son travail montre des signes de faiblesse, c'est pour avoir tendance à. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir mais comment on est arrivé là. Comment on est arrivé là j'ai pas le détail de comment on est arrivé là. Ce que je sais, si on avait tous, si je savais comment, pourquoi et qu'est-ce qu'il fallait faire, ça serait, j'en serais très heureux pour l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, moi ce que je sais, c'est que il y a 3 grands principes à appliquer. Premièrement, c'est la lutte contre le terrorisme. Cette lutte contre le terrorisme, elle doit se faire certes à l'échelle de notre pays, mais aussi plus largement à l'échelle de l'Europe. Et protéger nos frontières, on ne pourra pas les protéger tout seul comme certains voudraient. Certains nous annoncent qu'il faudrait fermer nos frontières. Ce qu'il faut, c'est protéger l'ensemble des frontières de l'Europe. On est dans un monde globalisé, dans un monde mondialisé. Certains le regrettent, c'est leur choix. En attendant, c'est le constat. Donc ce qu'il faut, c'est prendre des mesures en fonction de ce monde-là et pas d'un monde imaginaire ou irréel. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est sur notre territoire, lutter effectivement contre les situations de radicalisation connues, celles qui sont donc repérées ou repérables. Celles-ci, à travers plus de moyens pour la police, plus de moyens pour la justice, bien évidemment, et par exemple des majorités pénales abaissées, bref, un certain nombre de choses qui sont des dispositifs législatifs qui peuvent être mis en œuvre, soit nouveaux, soit appliqués. Puis à côté, je crois que, vous savez, je reviens à mon idée d'éducation à la citoyenneté. Si on a vraiment le sentiment d'être français, moi je trouve que siffler un drapeau, c'est pas possible. Siffler la Marseillaise, c'est pas possible. Mais moi, je vais dans les quartiers où je vais, à travers le sport, bien sûr, encore une fois, ça rassemble, comme la culture. Je trouve qu'on arrive à faire passer des messages. Quand je dis aux gens, la Marseillaise, elle nous appartient, le drapeau français, il nous appartient, pourquoi est-ce qu'on le laissera à quelques-uns, quel qu'il soit, ou pourquoi on laisse le droit s'arroger le droit de mettre de façon péremptoire un sifflet, une critique. Non, il faut être exigeant, il faut être très exigeant avec les symboles de la République. Ça passe par les familles, ça passe par l'éducation à travers le sport et la culture, et ça passe aussi à travers les lieux d'enseignement, qu'ils soient primaires ou secondaires, ou d'université bien évidemment. Donc ça passe aussi là par des références à la République, des références régulières à la République. Moi j'aimerais bien que chez nous, les drapeaux français flottent de partout. Alors juste avant de se quitter, vous parlez d'éducation à la citoyenneté. Je vais vous poser une dernière question qui intéresse la communauté juive évidemment, puisque vous êtes devant le CRIF Marseille-Provence. Alors c'est sûr que on ne peut pas le nier, l'antisémitisme monte en France, elle a conduit à des morts encore récemment avec une affaire qui ressort après les élections. Bon, peut-être que vous n'en avez pas trop entendu parler. Je ne vous le reprocherai pas parce qu'elle a été complètement arrêtée, on va dire, pendant cette campagne présidentielle. Le dernier cas, donc, c'est une dame, Sarah Halimi, qui vit sur Paris, qui avait une soixantaine d'années, voilà, qui a été torturée pendant quelques heures par son voisin, puis défenestrée, voilà, sous motif qu'elle était juive. Donc la personne a été mise tout de suite en hôpital psychiatrique, et bon, la famille, les avocats de la victime, enfin la famille de la victime, réclament que ce crime soit déclaré antisémite. Alors à l'heure actuelle, bon, il n'y a pas encore les résultats de l'enquête, etc. Mais on ne peut pas nier que depuis 2012, et l'affaire Mohamed Merah, on peut remonter même encore avant avec Ilan Halimi, on sent que ça monte. Alors on le voit aussi on peut pas le nier non plus. Il y a dans les années 90 un livre qui était sorti qui s'appelait Le territoire perdu de la République, un collectif de professeurs qui alertait pas seulement sur la montée de l'antisémitisme dans les quartiers. Il y avait une montée d'antisémitisme, une montée de l'homophobie, une montée du sexisme, beaucoup de choses. À l'époque, c'est passé un peu, il y a 20 ans en arrière, un peu à la trappe. Ça devient un livre de référence à l'heure actuelle. Alors, est-ce que vous pensez que... Moi, je reste profondément persuadée que se faire connaître de l'autre permet de enlever des barrières, et l'éducation à la citoyenneté aussi. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'il y a de plus prégnant dans nos quartiers, quels que soient nos quartiers, ce qu'il y a de plus prégnant, c'est la peur de l'autre. Alors, la peur est peut-être le mot un peu trop fort, mais en tout cas, la suspicion par rapport à l'autre. Je ne le connais pas, donc il est suspect. Moi, je vais dans tous nos quartiers de la 3e circonscription, je rencontre des gens. Et ils ont, ces gens-là, un socle commun. Ils ont tous envie d'une vie agréable et en paix. Ils ont tous envie que leurs enfants vivent mieux que ce qu'eux vivent, quelles que soient leurs conditions d'ailleurs, et que leurs enfants fassent le plus d'études possible.
et ils ont tous envie de vivre dans cet espace de la République. Alors après, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, quel que soit leur niveau social, ils ont tous aussi des réactions par rapport à des situations. Et moi je crois qu'il faut qu'on arrive à décloisonner. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose, pourquoi on en est arrivé là? Je crois que si on est arrivé là aussi, c'est par un phénomène d'individualisme. Vous savez, pour parler du territoire qui me concerne, moi je suis frappé le soir. Bien, il n'y a pas d'activité, il y a très peu de vie culturelle, il y a une vie sportive le week-end, et dans la semaine aussi avec les clubs, il y a une vie d'entreprise et une vie de relations à travers des restaurants, à travers des endroits de rencontre ouverts le midi, par exemple, où les gens peuvent se rencontrer, mais le soir, c'est fermé, on dirait que c'est un immense dortoir où chacun serait chez lui. Alors on va mettre ça sur le dos de l'insécurité, bien sûr, mais enfin, il me semble aussi qu'il y a de nombreuses années, eh bien, on se rencontrait le soir dans les cités, on se rencontrait, moi je suis issu de cité à Saint-Gabriel, on se rencontrait le soir dans les cités et on rencontrait les gens. Et donc je crois que ce lien entre les personnes, qui est juste du lien social positif, il doit être reconstruit, il doit être remis au goût du jour. Ça s'appuie effectivement sur un tissu associatif, non pas vendu au premier qui leur file 4 subventions, mais avec un projet pertinent d'inclusion sociale, d'intégration sociale de tout le monde, hein, pas de population X ou Y. Et je crois qu'avec ce partage aussi, où chacun ayant envie de croire ou de ne pas croire, chacun ayant sa religion ou pas, dans cet espace laïque et républicain. Et moi je tiens à cet espace laïque et républicain qui est le seul garant à la fois de... Certains se moquent, vous savez, de ce mot de bien vivre ensemble. Moi je trouve que c'est bien de bien vivre ensemble. Essayer le mieux possible de vivre ensemble, c'est fantastique. Et ça passe par quoi? Eh bien par la garantie que nous avons ici dans notre pays de la République. On va se quitter, Richard Miron. Déjà, c'est trop court. Juste avant, je vous pose une question que je pose à tous les candidats. Si vous aviez une devise en 2 mots, ce serait laquelle? Une devise en 2 mots. En 2 mots, écoutez, 3 mots. Je vais prendre une devise un peu sportive, quoi. Voilà, en tout cas qui fait référence au sport, quoi. Tout seul on va plus vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Merci beaucoup, au revoir.